Chaque hiver ramène les hommes au camp de bûcherons. Au cœur de la forêt, le chantier va durer plusieurs mois. Dans des températures de -20 et -30 Celsius, les bûcherons vont abattre des milliers d'arbres qui descendront la rivière au printemps. Au camp des hommes, les jours se suivent et se ressemblent. Couchés sur leur bed à bœufs, réchauffés par la truie remplie de bois sec, les bûcherons se lèvent, au chant de la casserole. Avant même qu'il fasse jour, ils se rendent à la couquerie, où un copieux déjeuner de bines, de grumeaux, de pain, de confitures et de galettes les attend. Au menu du soir, ils auront droit à un autre bon repas fait de soupe au pois, de lard, de pain et de mélasse. Du solide. Mais pour l'instant, la forêt les attend. Voilà le camp que partagent le commis et le jobber, le contremaître. Tiens, le commis est revenu du dépôt de la compagnie. Son traîneau est bien plein de marchandises pour le magasin du chantier. Tabac, chaussettes, mitaines. Il ramène aussi de quoi remplir les cuisines. Patates, farine, lard, bines et pièces de viande. Mais pour les hommes, ce qui compte le plus, ce sont les précieuses lettres qu'ils rapportent. Enfin, les nouvelles de la famille. De quoi tromper la solitude. Au chantier, chacun a sa place. Les équipes de bûcherons abattent et ébranchent les arbres. Ils les apportent ensuite près du chemin de halage où les charretiers chargent les billes sur des slits. Les chevaux sont durs à l'ouvrage. Et à l'écurie, on en prend bien soin. Et puis, une chance qu'il y a une forge. Tout le camp profite du travail du forgeron. Grâce à lui, les outils sont toujours bien affûtés et les chevaux bien ferrés, prêts pour le travail. Ils pourront tirer les slets chargés de bois jusqu'au lac gelé. Le soleil est maintenant couché. Après 12 heures de travail intense, c'est le temps de rentrer au bercail. Même si l'odeur de tabac et de sueur imprègne les murs, même si les poux infestent les couchettes de branches de sapin, le camp reste une oasis de chaleur et de repos. Autour des tables, on retrace les exploits du jour, on s'encourage et on se conte des blagues. Et puis le samedi soir, on se réunit pour une partie de cartes, et parfois même quelques chansons. J'ai entreaperçu un caribou de l'autre côté de l'église, nous devrions mieux l'apercevoir dans quelques instants. Enfin, le printemps. Des milliers de billots de bois empilés sur le lac sont libérés de leur étau de glace. Ils s'entassent contre les portes de l'écluse qui les retient. Au camp, les bûcherons les plus braves, pour ne pas dire les plus fous, délaissent la hache et la scie et chaussent les bottes à clous. De ces réflexions chez les serviteurs, particulièrement les femelles ornent tous sur leur tête un panache. C'est l'utilisation qu'ils en font qui les différencie réellement, parce que les mâles vont utiliser leur beau grand panache l'automne pour séduire les femelles et ensuite ils le perdent, alors que les femelles gardent et utilisent leur petit panache en hiver, aussi pour essayer d'avoir pour aller leur petit. Le point d'alimentation en période hivernale. Pic et crochet sur l'épaule, ils s'en vont au lac. Les voilà, draveurs. En équilibre sur les billots, les draveurs poussent et roulent le bois, leur gaffe à la main. Au fil de l'eau, tout au long de la rivière, parsemée de chutes et de rapides, ils assurent la descente du bois, au péril de leur vie. Oui, monsieur là. Pour l'industrie forestière, les lacs et les rivières sont un réseau complexe de routes et d'autoroutes servant au transport du bois. Sans le réseau hydrographique exceptionnel du pays, le transport de ces millions de cordes de bois aurait été très difficile et très cher. Au XIXe siècle, une bonne part de l'économie du pays repose sur les larges épaules des bûcherons et des draveurs. Ils sont des héros légendaires d'une époque révolue.
de pèlerinage du Canada sur le lac en ce moment. Ce sont bien sûr les oiseaux sauvages qui se rassemblent pour se préparer à la migration automnale. Ce n'est pas le froid qui va les pousser à partir, c'est le manque de nourriture qui les oblige à aller taper ces coques plus accueillants pour eux. Le poste de traite que nous voyons ici est une reproduction exacte du poste de traite d'Achouat-Mouchouane, avec sa maison, son magasin, la poudrière et le jardin nécessaire à la vie du commis. Il y passe presque toute l'année. C'est ici, sur le coin d'un comptoir, mais aussi au fond des bois ou autour d'un feu, que deux civilisations se découvrent et s'apprivoisent. Les Blancs, Européens et Canadiens, et les peuples des Premières Nations. En langue indienne, comme on disait, ou en anglais et en français, on échange des marchandises qui permettent aussi de troquer des brins de culture, de connaissances et de sagesse. Lentement, sans vraiment le réaliser, une nouvelle nation prend forme. Une nation aux textures et aux racines aussi variées que celles de la nature qui l'entoure. À gauche, il y a un animal très poli, c'est un bœuf musqué. Chez cette espèce, les mâles, les femelles ont tous sur leur tête des cornes. Chez les mâles, les cornes elles sont larges et finissent par se souder ensemble sur le dessus. Chez les femelles, elles vont rester fines, et pour les jeunes, il y a du poil qui sépare les deux cornes. L'animal qui est couché à côté de nous, c'est donc une jeune femelle. Les peuples autochtones habitent le vaste territoire canadien depuis des milliers d'années. Au Québec, les peuples qui vivent dans la forêt boréale sont surtout associés à la grande famille linguistique les Algonquiens, l'imposant Kequaganou, le lac Saint-Jean et le territoire des Inuits. Vous allez regarder sur la droite, proche des autres, il y a des carnivaux qui se déplacent. Il y en a deux qui sont entrés dans cette terre. Non nomades, les peuples autochtones se déplacent à la recherche de forêts giboyeuses et de rivières poissonneuses, au gré des caprices du climat et du comportement des animaux. Ici, la vie est dictée par le passage des saisons. L'été, c'est l'abondance, le temps de la pêche et de la cueillette. Le camp est installé près d'un cours d'eau et plusieurs bandes, jusqu'à 300 personnes, peuvent vivre ensemble sur un même site. Lorsque l'automne arrive, on veille aux dernières provisions. Il doit y avoir suffisamment de viande, de poissons séchés et de vêtements chauds pour l'hiver. Puis, on déplace le camp à l'intérieur des terres. À la saison froide, la bande est isolée.
Lorsque nécessaire, les hommes chassent le gros gibier, orignal ou caribou. Et les femmes tentent des pièges à lièvres. Durant tout l'hiver, sous la tente, on vaque aux occupations quotidiennes. Et on écoute les aînés raconter histoires et légendes. Au retour des beaux jours, le campement retourne près de l'eau. Au contact de l'homme blanc, ce rythme de vie se transforme. Pendant que les nouveaux venus découvrent comment vivre sur ce territoire en intégrant la culture autochtone et en découvrant les remèdes issus des plantes sauvages, de nouvelles croyances et de nouveaux produits bouleversent les habitudes ancestrales amérindiennes. L'arc et la flèche sont remplacés par le fusil, le cuir et la fourrure par les tissus, le wigwam des coqs par la tente en toile. Comme nous le voyons ici, le nomade devient sédentaire. Mais sa culture millénaire reste bien vivante encore aujourd'hui.